Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Les 27 pays européens et le gouvernement britannique ont trouvé hier un accord sur les modalités du Brexit. Est-ce qu'on a échappé au pire ? Eh bien non, on ne sait pas encore, parce qu'on va avoir à nouveau un vote, je crois, samedi du Parlement britannique. J'espère que l'on a échappé au pire, mais dans ce feuilleton qui ne cesse depuis 3 ans d'avoir des épisodes pour le moins inattendus, moi je reste assez prudent là-dessus et je voudrais saluer la qualité du travail de Michel Barnier, qui depuis 3 ans, dans ses méandres, garde le fil, garde l'ensemble des Européens bien unis, pour avoir une personne qui discute avec les Anglais et rappeler que c'est aux Anglais de trouver la solution parce que c'est eux qui ont décidé de sortir du Brexit. Est-ce qu'on n'a pas un peu sous-estimé l'habileté de Boris Johnson ? Il n'est pas si mauvais en négociation finalement ? La réalité, c'est que l'on a envie, de part et d'autre, de trouver une solution. La réalité, elle est là. Et la solution doit être trouvée ensemble. Donc, que ce soit Boris Johnson, à mon avis, ou un autre, on voit bien qu'on est arrivé à un moment où on a besoin de trouver une solution. En Angleterre, l'opinion publique est totalement hystérisée, ça devient difficilement gouvernable. Et en Europe, l'attente coûte cher, l'attente nous plonge dans l'incertitude. Nous sommes en train de faire les budgets français, par exemple. On voit bien que nous avons une partie d'entre eux qui sont dans l'incertitude du fait du Brexit. Il faut que nous sortions de cette situation. Ça veut dire quoi si par malheur l'accord devait ne pas être adopté au Parlement britannique samedi, qu'il faut dire ça suffit maintenant, dehors les Anglais, ou alors qu'il faut accorder un nouveau délai pour continuer à discuter ? Premièrement, ce sera évidemment une baisse de la croissance. Alors, est-elle mesurable ? C'est compliqué à dire à l'heure actuelle, mais ce ne sera pas une bonne nouvelle. Pour les Européens, c'est certain. Ce sera encore une bien mauvaise nouvelle pour les Anglais, qui eux vont perdre énormément s'il n'y a pas d'accord. Donc, l'intérêt pour nous tous, c'est de trouver un accord, à nous de travailler dessus. Mais si c'est pas là, on recommence des discussions, ou alors il y a un moment il faut dire stop ? Je crois qu'il faut toujours garder la porte ouverte à la discussion, c'est notre intérêt. Mais les Anglais doivent comprendre que c'était aussi à eux de décider. Pour le moment, on a des reports de décision en permanence, à eux de décider, de trancher ce qu'ils veulent. On vient en France, la majorité s'est divisée cette semaine sur le port du voile pour les mamans musulmanes qui accompagnent des sorties scolaires. Il y a eu clairement deux camps, les pour, les contre. Vous vous rangez dans lequel ? En fait, il n'y a pas deux camps. Il y aurait peut-être même plutôt 3 camps. Il y a la position de Jean-Michel Blanquer, qui est une position qui est très minoritaire dans l'ensemble de La République En Marche, de façon générale. Il y a une position qui a été défendue par Aurélien Taché, qui est extrêmement minoritaire dans La République En Marche et au sein des députés. Et alors le reste, c'est quoi ? Il y a une position qui a été parfaitement définie par le Premier ministre, qui est une position de rejet du communautarisme, et en même temps de dire que le voile et l'entrée en mêlée sur le rejet du voile dans les écoles ou les sorties scolaires plus exactement, n'était pas la bonne entrée en mêlée. Donc je crois qu'il faut que nous travaillions dessus, sur ce que nous voulons exactement dire à l'opinion et porter comme message, mais l'une et l'autre des positions n'est pas, à mon avis, la position majoritaire dans notre mouvement. Est-ce qu'il faut revoir la loi pour préciser les choses ou c'est pas la peine ? Je crois qu'il faut d'abord qu'on soit très clair sur ce que nous voulons. Quel est pour nous le combat contre le communautarisme ? Il nous faut d'abord des mots et ensuite il faudra des actes. Une fois qu'on aura bien posé les mots MOTS, nous pourrons ensuite décider ou prendre les mesures, si c'est des circulaires, une loi, mais d'avoir parfaitement un chemin. Mais tourne autour de ces questions, mais sauf que on s'en sort pas. La question, je crois, n'a jamais été aussi forte qu'à l'heure actuelle. Parce qu'on parle du voile. Le voile dans les écoles, c'est un épiphénomène. Enfin, le voile, pardon, pour les sorties scolaires, c'est un épiphénomène. Puis dire que les mamans aussi qui accompagnent les enfants dans les sorties scolaires voilées sont souvent les mamans qui sont le plus impliquées dans l'école. Et comme par hasard, leurs enfants sont souvent des têtes de classe. Donc je crois que c'est une mauvaise entrée en mêlée. Donc il ne faut surtout pas les mettre à l'écart. Mais je pense que non, mais par contre, le voile est un problème. Oui, le voile, c'est par rapport à la politique que nous menons de l'émancipation pleine et entière de la femme, de faire en sorte qu'il y ait une vraie égalité. Évidemment que le voile est un objet de soumission. Il a été conçu pour ça. Et donc, ça ne peut pas correspondre à ce que nous portons. Mais cette entrée en mêlée sur ce combat-là, par les sorties scolaires, ne me semble pas la bonne solution. Il y a une interdiction du port de signes religieux ostentatoires qui s'applique aux fonctionnaires. Est-ce qu'il faudrait l'étendre aux parlementaires ?
Mais le débat était mis sur la place publique par le Premier ministre. C'est vrai que c'est assez choquant, c'est-à-dire que moi je suis élu, mes collaborateurs par exemple doivent évidemment faire attention à ne pas avoir de signes ostensibles de leur confession, et moi finalement je peux faire ce que je veux en tant qu'élu. Et ça c'est évidemment un vrai souci. Je crois qu'évidemment il faut qu'on applique pour les élus, l'ensemble des élus municipaux ou nationaux, la stricte neutralité, ça me semble quelque chose d'assez évident. Donc ça veut dire qu'il faudrait prendre un texte ou le règlement de l'Assemblée pour interdire. En tout cas, j'y suis favorable. Le foulard ou éventuellement la soutane. Il y a eu l'abbé Pierre il y a quelques décennies qui siégeait. Donc ça, c'est plus adapté à notre époque. Moi, j'y suis favorable. D'accord. L'Assemblée examine en ce moment le budget 2020 de la Sécurité sociale. Ce budget contient 2,7 milliards d'euros d'allègement de cotisations. C'est une façon de distribuer du pouvoir d'achat après la crise des Gilets jaunes. La Commission des affaires sociales dont vous faites partie a décidé qu'il fallait que l'État compense cette perte de recettes, comme ça se fait traditionnellement, pour éviter de creuser le déficit de la Sécu. Mais le gouvernement ne veut pas en entendre parler. Est-ce que vous êtes prêt à lui tenir tête dans l'hémicycle ? Oui, non, moi je suis favorable au fait que nous ne compensions pas, pour une raison assez simple, c'est que pour les Français, c'est lui complètement égal. C'est-à-dire qu'il paye, qu'il y ait un déficit sur la sécurité sociale ou bien un déficit dans le budget général, pour lui c'est des impôts. Pour le Français que nous sommes, chacun d'entre nous, ça ne change strictement rien. Donc je crois que c'est plus une perception comptable des choses. Et sauf ensuite, que ça affiche un déficit qui est gonflé, et donc on va dire après, il faut faire des économies sur la sécurité sociale. Oui, mais nous avons aussi un budget à donner à Bruxelles, nous avons aussi en face de nous, parce que nous sommes endettés, nous avons aussi une notation à maintenir, et pour emprunter le moins cher possible, il faut aussi que nous ayons un budget qui corresponde à l'attente. Et donc ne pas compenser, c'est aussi nous permettre de garder une note meilleure, et nous permettre aussi de nous endetter moins cher. Nous avons des taux négatifs, de garder ces taux négatifs. Donc c'est aussi, je crois qu'en fait c'est vraiment un débat de spécialistes qui n'a pas vraiment d'intérêt, et du moment que ça ne change pas pour le citoyen lambda, enfin citoyen français, pardon, je pense que c'est vraiment entre spécialistes et que ça n'apporte rien. Donc concentrons-nous sur le beau budget que nous sommes en train de développer. On augmente la hache, l'allocation adulte enfin à handicapé. 900 €, c'était une promesse et nous le tenons. Nous avons redonné beaucoup de pouvoir d'achat à l'ensemble des Français. C'est ça qui intéresse les Français, pas l'organisation comptable de l'État. L'enveloppe destinée aux hôpitaux augmentera de 2,1% l'année prochaine. Est-ce qu'il faut faire davantage? C'est ce que réclame une partie de la majorité et beaucoup de représentants du monde hospitalier. C'est plus 5 milliards pour l'organisation sociale, pour nos hôpitaux, pour notre santé, la santé des Français, plus 5 milliards. L'ensemble de dépenses de la sécurité Exactement, sociale. c'est le plus grand effort de l'ensemble du budget. Et donc, moi, je suis très fier que nous portions ça. Est-ce que c'est suffisant? Nous l'espérons. Ça n'empêche qu'il faudra évidemment qu'une réorganisation de nos hôpitaux, faire en sorte que notre système de santé soit plus efficient. C'est ce que nous portons dans la loi Ma Santé 2022 et qu'il va falloir déployer ça. Est-ce qu'il faut plus d'argent? Il faut toujours plus d'argent. Mais il faut une réorganisation. On veut sortir de l'hôpital et aller plus vers la médecine de ville. Donc bien comment sûr, on gère ce transfert? il faut une bien meilleure coordination l'un par rapport à l'autre. Il faut retrouver du temps médical. C'est ce que nous avons voté. Il faut que nos docteurs, nos médecins passent moins de temps dans la paperasse. On le sait très bien. On a organisé ça dans Ma Santé 2022, loi que nous avons votée cette année. Mais le temps que ça se mette en place sur le terrain, il faut que nos infirmières puissent faire plus d'actes. Il y a plein de choses, le blanc d'œil ou d'autres, que les infirmières savent très bien faire, mais qu'elles ne peuvent pas faire parce que ça ne rentre pas dans leurs attributions. Ça fait partie de ce que nous avons changé dans la loi. Je crois que retrouver du temps médical, c'est ce qui nous permettra de sortir de la situation compliquée dans laquelle nous sommes. L'autre gros sujet social à venir, c'est la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut décaler dans le temps son entrée en vigueur, faire en sorte que ceux qui travaillent déjà ne soient pas concernés, mais ça voudrait dire une réforme qui s'étalerait sur plus de 40 ans. Mais je crois que cette réforme s'étalera sur plus de 40 ans. Parce que forcément, deux systèmes vont cohabiter pour tous ceux qui sont déjà rentrés qui travaillent depuis plusieurs années. Donc de toute façon, le système perdurera pendant 40 ans avec un mixte de l'un et de l'autre et sera pleinement actif dans 40 ans.
Mais il faut que nous rentrions dans un nouveau système où chaque euro cotisé donne les mêmes droits. Il faut que ce soit un système plus juste. Il faut faire en sorte de sortir de cette énorme inégalité. Par exemple, que les femmes en France ont une pension de retraite qui est 40% inférieure à celle des hommes. On ne peut pas continuer dans un système qui est complètement inégalitaire et qu'en plus, dans lequel où toute une génération, ma génération ou ceux plus jeunes, pensent fondamentalement qu'ils n'auront pas de retraite. Il faut qu'on sorte de ça. Les discussions sont en cours, mais aussi apaiser le climat parce que je vois bien que chaque corporation rentre en disant est-ce que je gagne, est-ce que j'y gagne ou est-ce que j'y perds. Oui, c'est important, mais enfin, il faut regarder aussi le système dans son ensemble et la justice sociale et l'avantage, l'équité qu'il va apporter. Un dernier mot rapide sur les municipales. Vous êtes député de Paris où Benjamin Griveaux et Cédric Villani s'affrontent. À Lyon, c'est Gérard Collomb face à David Klimelfeld. Qu'est-ce que La République En Marche a raté dans son processus d'investiture pour qu'on se retrouve dans des face-à-face comme ça ? Écoutez, c'est aussi ça la politique, c'est qu'il y a des talents, différents talents qui s'affrontent. Est-ce que nous avons qui courent à leur perte là, s'ils restent face à face. Mais c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit publiquement, répété à Cédric Villani. S'il maintient sa candidature, il va nous faire perdre tous. Donc nous tendons la main pour qu'il vienne rejoindre la candidature de Benjamin Griveaux. La main est toujours tendue. Pourquoi dans ça la s'est mal bienveillance. passé comme ça ? Mais ça, c'est à lui qu'il faut poser la question. Il y avait un processus qu'il a parfaitement accepté avec une commission nationale d'investiture dans laquelle nous avons été d'ailleurs désignés, et l'un et l'autre, députés, en tout cas candidats à la députation. Et la commission nationale d'investiture était quelque chose de parfaitement connu, parfaitement travaillé, qui faisait en sorte de sortir le meilleur candidat. Et le meilleur candidat est Benjamin Griveaux. Mais ça, c'est toujours celui qui perd qui dit ça. La Commission nationale d'investiture va investir plus de 1000 candidats. Et si à chaque fois celui qui perd pense que non, évidemment qu'il est meilleur, c'est ainsi. À un moment, il y a un choix à faire. Le choix a été fait. Moi, j'ai pu voir comment ça s'est passé. Et concrètement, le dossier de Benjamin Griveaux, ce qu'il porte, le rassemblement qu'il porte, était a bien plus séduit l'ensemble de la Commission nationale d'investiture. Donc le candidat, pour eux, était Benjamin Griveaux, et je crois que le candidat largement plébiscité par les militants de La République En Marche de Paris était Benjamin Griveaux. Donc là-dessus, c'est à lui, Cédric Villani, de venir nous rejoindre parce que sa place, c'est un marcheur, sa place est à nos côtés. Merci beaucoup Sylvain. Merci à vous.